On est maintenant en direct depuis Internet. Alors on vous demande un peu d'indulgence parce que c'est notre premier Facebook Live de la campagne, donc s'il y a des problèmes techniques ou autres, ça peut arriver, mais on va faire de notre mieux. D'ores et déjà, ce que je vous demande aussi, c'est de ne pas hésiter à commenter, à liker, à partager aussi sur vos profils respectifs afin qu'un maximum de Bellifontins puissent se connecter et soient intéressés par cette présentation. Alors en fait, c'est la deuxième fois qu'on fait cette présentation. La première fois, c'était vendredi dernier à la salle des fêtes du théâtre, donc un certain nombre d'entre vous y ont participé. On était plus de 200, c'était une très belle soirée, donc qui nous a permis d'échanger de visu. Simplement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient voulu participer, qui n'avaient pas pu y participer parce que tout simplement, c'était un vendredi soir et que donc les uns les autres ont forcément diverses occupations. Donc on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas organiser à nouveau une présentation sous la forme d'un Facebook Live. Donc cette fois-ci, c'est virtuel, c'est un peu différent. Donc on va essayer de s'adapter à la forme, mais encore une fois, je vous demande un petit peu d'indulgence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on avait présenté la dernière fois un PowerPoint qui récapitulait les résultats de la consultation des Bellifontins. On va continuer à diffuser ce PowerPoint, mais on va essayer de prendre les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. Alors, on a un petit temps de décalage forcément, parce que le temps de diffuser un PowerPoint et en même temps présenter, c'est un peu compliqué, mais on va essayer de s'adapter au mieux. Alors, déjà, je voudrais commencer par me présenter, parce que je connais certains d'entre vous, mais je ne connais pas tout le monde. Donc, je m'appelle Cédric Thomas, ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. J'ai 31 ans, je suis élu au conseil municipal depuis 2014 dans le groupe de Richard Duvauchel, donc le groupe dit d'opposition. Donc, au conseil municipal, il y a 33 élus. Il y a 25 élus de la majorité, il y a 6 élus de notre groupe, et puis il y a 2 élus de la liste socialiste. Donc depuis 2014, on a essayé de porter un certain nombre de propositions, certaines avec succès, d'autres avec moins de succès. On regrette de ne pas avoir eu davantage de dialogue, mais bon, c'est la vie politique, on va dire. En tout cas, c'est la vie politique telle qu'elle existe aujourd'hui à Fontainebleau. Ça, c'est pour la partie engagement local. Je suis également membre de pas mal d'associations à Fontainebleau, hein, les Amis de la Forêt, les Amis du Château. Je suis un grand amateur de pétanque, sur le terrain sur lequel je vais jouer régulièrement, en tout cas quand j'ai le temps. Ça, c'est pour le volet, on va dire, engagement local. Et puis dans la vie professionnelle, qui est quand même une part importante de ma vie, au moins 8 à 10 heures par jour. Je travaille aujourd'hui pour le groupe Shell. Je m'occupe de développer leur branche énergie renouvelable pour la France. Avant ça, j'ai travaillé pour l'État, donc au ministère de la Transition écologique et solidaire, sur les questions liées au stockage d'énergie, à l'hydrogène et au réseau intelligent. Et puis encore avant ça, j'ai travaillé pour Enedis, qui est le distributeur d'électricité en France, à la direction de la stratégie. Donc je suis ingénieur de formation, mais j'ai essayé petit à petit de conserver à la fois ma formation d'ingénieur et puis aussi de valoriser les compétences d'engagement local que je peux avoir. Alors on est là pour les résultats de la grande consultation. Donc c'est un exercice qu'on a fait depuis le mois de mai. On a essayé d'aller interroger un maximum de Bellifontins pour leur demander leur avis. Pourquoi en fait on a voulu commencer cette campagne municipale par aller interroger les Bellifontins? La logique elle est relativement simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de personnes qui ne se sentent pas représentées ou mal représentées, on va dire, par leurs élus, parce que il y a un manque d'écoute souvent qui est pointé de la part des responsables politiques. Donc on a essayé de se dire comment est-ce qu'on pourrait pallier à ce problème, comment est-ce qu'on pourrait réussir, entre guillemets, à réellement prendre en compte les attentes des Bellifontins pour s'appuyer sur ce que les Bellifontins nous disent, quelles sont leurs priorités, et donc derrière construire un projet et un programme qui soit totalement en phase avec leurs attentes. Donc il y avait plusieurs manières de faire, hein. Une des manières, c'est d'organiser des petites réunions thématiques, on va dire, où vous allez avoir 10-15 personnes qui vont venir. Le problème de cette méthode-là, et c'est pour ça qu'on l'a pas fait, c'est qu'on a souvent toujours les mêmes personnes qui viennent, c'est-à-dire ceux qui font partie du microcosme, entre guillemets, qui sont déjà très intéressés par la chose, et ça ne paraissait pas être la méthode la plus adéquate pour vraiment avoir l'avis des Bellifontins. On s'est dit, on va faire dans l'autre sens. On va commencer par élaborer un questionnaire avec des questions fermées et des questions ouvertes. Et puis
Et puis à partir de là, on allait en déduire un certain nombre de priorités. Et ensuite, on les traduirait dans un premier jeu de proposition, puis dans un programme municipal. Ça, c'était réellement notre logique. Donc, la difficulté était de savoir comment est-ce qu'on allait toucher un maximum de personnes. Donc, on a fait un questionnaire en ligne. Je pense que certains d'entre vous ont répondu par cette manière. Et puis, on a surtout voulu aller directement au contact des Bélifontins. Donc, on a fait beaucoup de porte-à-porte dans les mois à venir. Alors, si on regarde sur le slide suivant, on a vraiment voulu adopter une méthode où on commençait d'abord par écouter les gens, parce que l'écoute c'est primordial. On n'était pas là aussi pour faire du chiffre, on était d'abord là pour écouter, parce que bien écouter, c'est ensuite bien comprendre. Et bien comprendre, ensuite, ça nous permet de mettre en place un bon programme pour bien agir derrière dans les 6 années qui vont s'écouler. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et c'est surtout un état d'esprit, une méthode qu'on veut impulser pour la suite, c'est-à-dire toujours prendre le temps d'écouter, toujours prendre le temps de bien comprendre pour ensuite agir correctement. C'est un des retours qu'on a eu de cette consultation, on le verra un peu plus loin, que les Bélifontins ne se sentent pas suffisamment écoutés, que leur avis n'est pas suffisamment pris en compte et que du coup les actions derrière peuvent en pâtir. Alors si on s'intéresse au slide d'après, on a essayé de traduire cette logique, donc écouter, comprendre, agir, sous la forme d'un slogan de campagne. Alors ce qu'on appelle un slogan de campagne, c'est d'abord le titre de notre future liste, donc les Bélifontins au cœur, et c'est surtout l'état d'esprit qu'on veut insuffler. Ce qu'on veut d'abord, c'est répondre au cœur des attentes des Bélifontins. Donc pour ça, effectivement, commencer par leur demander leur avis est évidemment une bonne méthode. Ensuite, ce qu'on veut pouvoir faire, c'est que les Bélifontins soient au cœur de chacune des décisions qu'on prendra. Donc à la fois sur les décisions qu'on va prendre et aussi sur leur mise en œuvre. Et puis enfin, Fontainebleau, c'est à tous, à vous, à nous, à tous, notre ville de cœur. Donc c'est pour ça que on a essayé de traduire ça de la manière la plus simple qui soit, à savoir les Bélifontins au cœur, avec un super logo. Donc je remercie Thomas, qui est le concepteur de ce logo, qui, s'il nous écoute, se reconnaîtra. Donc voilà, ça c'était vraiment notre logique. Donc les Bélifontins au cœur, ce sera quelque chose dont vous allez entendre parler dans les semaines et dans les mois à venir, jusqu'au 15 et 22 mars, qui sont la date des élections municipales. Si on continue la présentation, alors les chiffres clés de la présentation, les chiffres clés de la consultation. Les chiffres clés de la consultation, donc, comme on vous l'a dit, la priorité qu'on a eue, c'était réellement d'écouter. Donc en fait, on a pris le temps de faire cette consultation. On n'était pas là pour faire du chiffre, entre guillemets. On était d'abord là pour prendre le temps d'écouter. Donc si on regarde un peu plus en détail le nombre de personnes qui ont été consultées, en fait, on a eu 418 personnes qui ont répondu à notre questionnaire. Alors 418 personnes, c'est plutôt 418 foyers qui ont participé à cette enquête, donc 418 foyers Bélifontins. Donc il y en a une partie qui a répondu par Internet, un quart environ, et puis la large majorité des Bélifontins en fait a répondu directement quand on est allé leur poser leurs questions en porte-à-porte. Alors vous allez me dire, je l'ai entendu aussi la semaine dernière, il y avait une question là-dessus, donc je trouve, j'y réponds d'emblée. 418, ça peut paraître un chiffre relativement faible comparé à 17 000 Bélifontins. Alors, il faut savoir plusieurs choses. Déjà, quand vous faites un sondage quantitatif, comme les sondeurs interrogent sur est-ce que le président Macron est populaire ou est-ce que vous êtes pour telle ou telle mesure, souvent ce qui se passe, c'est qu'en fait, on interroge un échantillon de 600 personnes. Et je vois qu'il y a un statisticien qui est connecté qui pourra le confirmer. On interroge 600 personnes à partir d'un échantillon et on en a déduit des résultats nationaux. Ça, c'est effectivement ce que font des entreprises type l'IFOP ou d'autres instituts sondage, la Sofres. Nous, au niveau local, on a utilisé une méthode qui est plutôt une méthode qualitative, c'est-à-dire qui va directement au contact des gens, qui prend en compte des questions ouvertes aussi, et qui est une méthode beaucoup plus fine, entre guillemets, pour obtenir des résultats globaux. Alors, l'un dans l'autre, 418 foyers Bélifontins qui ont répondu. Déjà, un foyer à Fontainebleau, c'est 1 à 2 personnes, enfin un peu plus de 2 personnes, pardon. Donc ça fait quand même du monde. Et puis surtout, en fait, c'est un exercice qui était inédit et qui n'avait jamais été fait. Donc on est convaincu que la méthode qu'on a employée pour faire cette consultation, déjà, elle n'avait jamais été faite au préalable, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, elle donne des résultats qui sont quand même suffisamment précis et fins pour réellement cerner quelles sont les grandes priorités des Bélifontins. Et c'est ce qu'on va voir juste après. Alors, je regarde en même temps
les commentaires au fur et à mesure qui s'affichent, n'hésitez pas à les poster. Il y a un petit peu de décalage dans la présentation, donc je suis d'accord, Benjamin, il y a forcément un biais. Alors si on est vraiment statisticien jusqu'au bout, et Benjamin l'est beaucoup plus que moi, on a normalement besoin d'avoir un échantillon dit représentatif, donc identifier certaines catégories de population, hommes, femmes, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a malheureusement pas pu faire. Encore une fois, parce qu'on n'est pas des professionnels et que notre priorité, c'était d'aller taper aux portes. Si les gens sont là, ok, ils peuvent nous répondre. Si les gens ne sont pas là, ils peuvent pas nous répondre. Donc, on a fait entre guillemets avec les moyens du bord. Mais quand même, ce qu'il faut retenir, c'est pas tant le chiffre ou le... C'est plutôt la méthode et l'état d'esprit qu'on a voulu insuffler. Donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu après dans le slide suivant. L'idée, c'était d'abord de passer du temps avec les gens. Donc, on a eu 418 répondants, mais en fait, on a passé 130 heures à discuter avec les personnes. Donc, évidemment, je n'ai pas passé 130 heures de mon seul temps à faire répondre à des questionnaires, mais on était une équipe, on était une grosse quinzaine à circuler dans l'ensemble des quartiers de la ville. Donc, on a passé beaucoup de temps pour essayer de bien comprendre, bien apprendre et surtout ne pas avoir ce sentiment qu'en fait on est pressé, que les gens nous donnent les réponses à un questionnaire et pour passer au truc suivant. Donc là-dessus, l'avantage c'était directement de passer beaucoup de temps, beaucoup d'écoute et pas forcément le chiffrage. Alors, si on continue la présentation, on a essayé, à défaut d'avoir un échantillon dit représentatif, entre guillemets, d'avoir une bonne couverture géographique de la ville. Donc comme vous pouvez le voir sur la carte qui s'affiche, on a essayé de couvrir, alors là chacun des points bleus correspond à une rue où on est allé. Donc on a essayé d'avoir une bonne couverture géographique de la ville qui oublie aucun quartier. Hein. Il y a certains quartiers qui se sentent tellement abandonnés que nous on voulait surtout pas les oublier. Je pense en particulier au quartier du Bréau. Donc on est allé 2 fois au Bréau pour recueillir l'opinion des gens. Et on y retournera dans les semaines et les mois à venir. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de n'oublier personne et de n'oublier aucun quartier. Donc, on a essayé de répartir le mieux géographiquement, entre guillemets, les choses. Il y a un quartier que vous voyez au milieu, là, en haut à gauche, qui n'a pas été couvert. C'est normal, c'est la parcelle de l'hôpital. Donc, on n'est pas allé interroger les patients de l'hôpital. Donc, c'est pour ça que cette zone n'a pas de point bleu. Alors, si on résume l'étude qu'on a réalisée dans les derniers mois, au slide suivant, on peut voir qu'on y a passé beaucoup de temps, donc 130 heures passées en porte-à-porte directement avec les Bélifontins, qu'on a mis 5 mois pour cette consultation, donc depuis le mois de mai jusqu'à fin septembre, on était là les week-ends, la semaine, dès qu'on avait un peu de disponibilité, et puis qu'on a quand même 418 foyers qui ont répondu à notre enquête, donc ça en fait quand même un exercice hyper intéressant, en tout cas pour bien comprendre. J'ai mis cette citation de Beaumarchais parce que, un, c'est un auteur que j'aime beaucoup, et deux, je trouve qu'elle reflète assez bien l'état d'esprit dans lequel on a fait les choses. Écouter, c'est pourtant ce qu'il y a de mieux pour bien entendre. Alors entendre, ça n'avait pas la même signification à l'époque, ça signifiait tout simplement comprendre. Donc c'est vrai que pour moi, la priorité, c'est de bien écouter pour bien comprendre les attentes des uns et des autres. Donc une fois qu'on a présenté un petit peu cette méthodologie, je pense que ce qui intéresse nos internautes connectés, c'est évidemment les principaux enseignements de cette consultation. Donc si on regarde un peu plus dans le détail, en fait on avait fait 2 choses. On avait posé un certain nombre de questions fermées, donc soit une liste de priorités, soit oui/non. Et puis après on avait posé des questions ouvertes. Donc si on regarde d'abord les priorités qui ont été définies par les Bélifontins, donc au slide suivant, on va voir apparaître la liste des priorités. Alors la liste des priorités, on a classé les résultats par le nombre d'occurrences, donc le nombre de fois où les personnes nous ont dit ça c'est prioritaire. On demandait en fait sur une dizaine de thématiques, évidemment encore une fois c'est pas forcément tout à fait complet, mais on demandait est-ce que vous pouvez nous identifier 3 thématiques qui vous apparaissent comme étant plus prioritaires que d'autres. Donc sur les 3 thématiques qui apparaissaient prioritaires, en fait on en a mis 4 parce que la 3e et la 4e étaient quasiment à égalité. Sans surprise, vous avez en premier lieu les questions de voirie et stationnement. Si on peut revenir au slide d'avant sur le classement des priorités,
Sans surprise, on avait en premier lieu la voirie et le stationnement, évidemment, qui sont des thèmes qui reviennent très très régulièrement dans le débat public. En numéro 2, vous aviez les questions de propreté. On a beaucoup parlé de propreté, tant dans les quartiers que dans le centre-ville. Et puis, vous aviez ensuite 2 items qui sont arrivés quasiment à égalité, et c'est pour ça qu'on les a regroupés dans les vraies priorités, à savoir l'épicyclable, zone piétonne et transition écologique, qui sont des thématiques probablement assez nouvelles pour la ville de Fontainebleau. En tout cas, c'est pas forcément des thématiques qu'on retrouvait par le passé. Donc là-dessus, on a vraiment aussi essayé de les regrouper, et ça fera partie des priorités entre guillemets qu'on se fixe pour les années à venir. Donc en résumé, on a voirie, stationnement, on a propreté, et puis on a un package qui est constitué de à la fois transition écologique, mais qui recouvre évidemment l'aspect piste cyclable et zone piétonne. Alors, je vérifie en même temps la connexion, parce que c'est pas toujours très très simple, et je ne sais pas si je reçois toutes les notifications au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'il y a un peu de décalage. Alors, sur la question des impôts locaux, s'il n'y avait pas de questions liées aux impôts locaux. Non, c'est vrai qu'on l'a pas mis, on l'a pas mis dans une des priorités, parce que les impôts locaux, ça va être forcément, ça va forcément être une implication du choix de priorité aussi. Donc les impôts locaux, moi ma philosophie c'est de ne pas augmenter les impôts locaux. Ça, si éventuellement c'était la première des questions, je ne souhaite pas qu'on augmente les taux d'imposition locaux dans le mandat à venir. Il y a déjà eu 2 augmentations de taux ces 10 dernières années, en plus de l'inflation qui permet aux impôts de progresser chaque année. Je pense qu'on a suffisamment demandé d'effort fiscal, entre guillemets, au Bailly-Fontin pour ne pas avoir besoin de faire un supplémentaire. Mais on s'est vraiment plus focalisé à ce stade-là sur les thématiques et pas sur la question des impôts. C'est sûr que si on avait demandé au Bailly-Fontin, est-ce que votre priorité c'est la baisse d'impôts, il est probable qu'on aurait obtenu la réponse oui, mais poser la question comme ça, c'est un peu une question biaisée, parce que ça ne vous permet pas de savoir si derrière les Bailly-Fontin ont bien conscience que leurs impôts servent à investir dans les écoles, à investir dans la voirie, à investir pour que la ville soit propre et belle, pour effectivement mettre des caméras quand on en a besoin. Donc c'est vrai que la question impôts locaux n'a pas été posée en tant que telle. Si on continue la présentation, alors, on avait posé une question, dans les questions fermées, on avait posé une question sur la fusion entre Fontainebleau et Avon. Pourquoi on voulait poser cette question-là? Parce que c'est un item qui revient assez régulièrement dans le débat public. Est-ce que Fontainebleau et Avon doivent fusionner? Si vous regardez sur une carte aérienne, en fait, vous voyez que Fontainebleau et Avon sont très très proches l'une de l'autre et sont cernés par la forêt. Donc il y a beaucoup de nouveaux Bailly-Fontains en particulier qui se disent c'est bizarre d'avoir 2 villes. Alors Fontainebleau a les commerces par exemple, mais Avon a la gare. Donc est-ce que ça pourrait avoir un sens ou non de les fusionner? Ça, c'est une question qui est souvent abordée par les politiques. Je me souviens que le maire sortant avait annoncé il y a 2 ans qu'on allait fusionner Fontainebleau et Avon, sans demander d'ailleurs l'avis à la population Bailly-Fontaine. La maire d'Avon avait alors répondu commençons par mutualiser les choses. Donc nous, on voulait avoir plutôt un aperçu de l'état de l'opinion sur cette question-là. Et c'est pour ça qu'on a posé cette question. Alors si vous regardez les résultats, vous avez 37% de gens qui sont tout à fait favorables à cette fusion. Vous avez une partie qui peut être favorable, mais qui pose des questions plus techniques, du style qu'est-ce que ça pourrait donner pour les impôts, qu'est-ce que ça pourrait donner pour la dette de nos 2 communes, qu'est-ce que ça pourrait donner en termes de services, parce qu'effectivement on n'offre pas les mêmes services à Avon et à Fontainebleau. Donc ces personnes-là se disent pourquoi pas, mais en tout cas il faudrait davantage d'éléments d'information. Il y a une partie de la population, 22%, qui elle trouve on n'a pas la même histoire d'un point de vue culturel, et donc du coup une fusion n'a pas forcément beaucoup de sens. Alors pour la petite histoire quand même, et pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Fontainebleau, en fait Fontainebleau a vraiment démarré en tant que ville avec la cour qui venait à Fontainebleau, et puis surtout la construction du mur autour du parc du château, puisqu'avant les Bailly-Fontains se rendaient à l'église d'Avon, Saint-Pierre d'Avon, et une fois que le mur a été construit, on a construit une église à Fontainebleau, donc l'église Saint-Louis, l'église Saint-Louis aujourd'hui, qui effectivement a permis au bourg de Fontainebleau de se développer et de devenir la ville telle qu'elle est aujourd'hui.
Et puis enfin, il y a quand même 17% des gens qui n'ont pas d'avis, donc ça signifie qu'ils sont probablement pas informés. Donc ce qu'on attire comme conclusion, c'est que la fusion, pourquoi pas, mais simplement, il faut que ce soit un enjeu qui soit décorrélé des élections municipales. C'est pas lors d'une élection municipale qu'on doit décider de dissoudre une commune. C'est pour moi un enjeu qui doit être pris à part, donc c'est-à-dire qu'on doit travailler dès aujourd'hui à mutualiser tout ce qu'il est possible de mutualiser entre nos deux communes, le matériel pour la voirie ou pour les espaces verts, un certain nombre d'activités probablement, pourquoi pas demain nos forces de police municipale aussi. Et puis une fois qu'on a fait ces mutualisations qui sont obligatoires entre guillemets en termes de bonne gestion, derrière on peut travailler techniquement à ce que ça aurait comme implication et comme influence sur, je vous disais, les activités, les impôts, la dette ou autres. Et puis une fois qu'on aura fait ce travail-là, un travail objectif, hein, pas forcément sans parti pris, on pourra revenir vers les Bellifontins lors d'un référendum dédié en disant est-ce que oui ou non vous voulez fusionner. Idem pour les Avonnais, est-ce que oui ou non vous voulez fusionner. Et puis si des deux côtés la réponse est positive, alors les conseils municipaux des deux villes pourraient prendre la décision de fusionner nos deux communes. Il faut savoir quand même que la loi est assez mal faite aujourd'hui, puisque on pourrait fusionner deux communes sans même demander leur avis à la population. Il suffirait de prendre une délibération au conseil municipal de Fontainebleau et une autre délibération au conseil municipal d'Avon, et l'un dans l'autre, nos deux communes se deviendraient automatiquement fusionnées derrière. Donc ça, c'est pas quelque chose que moi je souhaite mettre en œuvre. Et quand on parlait de l'état d'esprit, les Bellifontins au cœur, les Bellifontins au cœur, ça signifie demain aller poser leur avis, demander leur avis, pardon, aux Bellifontins lors d'un référendum local dédié, et idem pour nos amis abonnés. Alors, si on continue, là c'était les questions qui étaient. Alors, je vais répondre en même temps aux questions. Pourquoi ne pas proposer un vrai référendum avec les Avonnais et les Bellifontins? C'est tout à fait l'idée, hein. C'est un référendum qui sera posé aux habitants des deux communes. Le mieux, c'est quand même de l'organiser ensemble, hein, si effectivement on n'est pas capable de s'entendre même sur l'organisation d'un référendum local entre Fontainebleau et Avon. Je vois pas comment derrière on pourrait aller vers une fusion, donc ça signifie beaucoup de dialogue entre les deux maires. Dialogue qui est aujourd'hui très complexe entre les deux maires sortants. Mais en tout cas, demain, moi, je suis assez convaincu qu'il faut remettre du dialogue entre nos deux communes parce qu'on peut faire d'ores et déjà des choses aujourd'hui qui nous permettraient de faire des économies. Et ça, c'est au bénéfice de tous, tant des Avonnais que des Bellifontins. Alors, si on continue la présentation, donc ça, c'était les questions qui étaient entre guillemets fermées. Donc, soit définir une liste de priorités, soit avoir un avis sur la fusion. Après cela, on a posé des questions qui sont un peu plus ouvertes. Donc, si on peut passer au slide d'après. On a posé des questions ouvertes. On a posé des questions déjà sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer au quotidien dans votre quartier. Alors ça, c'est une question ouverte, mais c'est une question qui diffère beaucoup quartier par quartier et qui nous a donné un peu de fil à retordre pour, entre guillemets, la synthétiser. Donc, on a essayé de synthétiser par grand item tout en conservant en fait des paroles que les Bellifontins nous ont dit, parce que ça paraît ce qu'il y a de plus marquant entre guillemets pour de reprendre les propres paroles entendues ici ou là. Donc la première thématique sur laquelle les Bellifontins se sont exprimés, donc on l'avait dit, hein, c'est la question sur est-ce que si vous aviez une chose à changer dans votre quartier ou dans votre rue, quelle serait-elle? Et la première des priorités qui est ressortie, elle est d'ailleurs en phase avec les priorités que les Bellifontins nous demandent pour les années à venir, c'est sur les questions de voirie. Donc si on peut passer au slide correspondant, on a mis quelques extraits de ce que nous ont dit les Bellifontins sur la thématique de la voirie. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la thématique de la voirie, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment quelque chose qui revient partout, dans tous les quartiers. Et c'est la première chose que nous disent les gens, c'est souvent la chaussée ici elle est en mauvais état, à Fontainebleau la voirie il y a des trous partout, il y a des problèmes sur l'éclairage public, il y a des problèmes d'entretien. C'est vraiment quelque chose, vous regardez, on a listé les endroits où les Bellifontins nous ont dit ça, c'est vraiment quelque chose qui revient partout. Donc du coup, c'est une réelle priorité. Là, la photo que vous voyez en arrière-plan, en fait, c'est une photo de la rue Casimir-Perrier, donc qui vous voyez elle aussi est en mauvais état. Il y a un vrai manque d'entretien de la voirie à Fontainebleau. Alors, ce qu'on va nous répondre assez classiquement, c'est nous dire oui, mais de toute façon, c'est partout pareil en France. En ce moment, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget pour entretenir les voiries. Certes, il y a des problèmes de budget partout en France, hein, ça c'est
c'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Mais pour autant, ça signifie pas qu'à Fontainebleau, on peut pas aussi avoir un plan d'entretien des voiries, parce qu'on a beaucoup de rues, on a plus de 60 rues à Fontainebleau, et beaucoup d'entre elles n'ont jamais été refaites depuis des dizaines d'années. Donc c'est sûr qu'à un moment, l'usure faisant, si vous n'entretenez pas régulièrement, à la fin, vous avez des chaussées qui ressemblent à des gruyères. À ce titre-là, je voulais vous montrer dans le slide qui suit un document qui est assez intéressant à voir parce qu'il a été présenté une seule fois au conseil municipal en 2010. C'était en fait un audit de la voirie, donc c'était quelque chose qui avait été demandé par les élus de l'époque en disant est-ce que le service voirie peut faire un audit des chaussées aujourd'hui et nous dire ce qui est en bon, en moins bon état ou en super état. Alors, ça c'est donc là c'est l'état de la voirie en 2010. Hein. Ce que vous voyez en rouge, c'est des chaussées qui sont dites en très très mauvais état. Donc vous avez un bout de la rue de la Paroisse, un bout de la rue Anne-Marie Javoué en particulier. On n'a pas mis les chaussées du côté du Bréau parce que les chaussées étaient communautaires à l'époque, donc c'est-à-dire que c'était la communauté de communes qui en avait la responsabilité et pas la ville de Fontainebleau. En orange, vous avez toutes les chaussées qui sont dites en mauvais état. Donc il y a un besoin d'action sur ces chaussées assez important et assez rapide. En bleu, vous avez les chaussées qui étaient en état moyen en 2010. Et puis en vert, vous avez les chaussées qui étaient en état correct. Si vous regardez l'audit de la voirie en 2010 et l'état des réalisations en 2019, aujourd'hui, vous voyez que les chaussées en rouge n'ont pas forcément été refaites. Les chaussées en orange, il y en a un large nombre qui n'a pas été refait. Les chaussées en bleu ont continué à se dégrader. Et donc, du coup, vous comprenez aussi pourquoi aujourd'hui on a tant de trous dans les voiries et pourquoi les Bellifontins nous disent qu'il y a un réel besoin de s'occuper de cet entretien très prochainement. Et en tout cas, il faut le planifier. Si vous ne planifiez pas les travaux régulièrement dans les années à venir, c'est comme votre maison. Si vous voyez apparaître une cloque au plafond et que vous n'intervenez pas, demain la cloque, une partie du plafond s'effondre, voire ça fait une fissure, et demain votre maison, ça coûte bien plus cher de la réparer que juste de réparer s'il y a une fuite d'eau par exemple dans votre grenier. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est indispensable, avoir un plan pluriannuel d'investissement sur les voiries, y consacrer chaque année un budget dédié pour entretenir régulièrement, pour refaire une ou plusieurs rues chaque année, parce que quand on a 60 rues à Fontainebleau, c'est sûr que si vous en faites moins d'une par an, vous allez mettre plus de 60 ans à refaire l'ensemble des voiries. Et ça, c'est pas possible parce que structurellement, une voirie, c'est pas fait pour durer 60 ans en l'état actuel des choses. Pour la petite histoire quand même, ce plan qui avait été présenté au conseil municipal n'a jamais été représenté depuis au conseil municipal et personne n'a jamais réussi à avoir de nouvelles audits de la voirie. Preuve que ce document qui était destiné à être un document de travail sur lequel on devait agir n'est resté qu'un document de travail enfoui dans un tiroir et l'action derrière n'a malheureusement pas suivi au niveau. Si on poursuit un petit peu les choses, en passant au slide d'après, on voit que la première priorité, c'était évidemment la voirie, et ça s'est traduit aussi dans ce qui est remonté de chacun des quartiers. La seconde des priorités, c'est tout ce qui est lié au volet propreté. Le volet propreté, là-dessus, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup entendu parce que c'est le quotidien. Et le quotidien, mine de rien, si vous n'en occupez pas, ça compte beaucoup. Alors oui, je me suis trompé, moi, d'abord. C'est effectivement, on a beaucoup parlé de stationnement. Donc oui, le pendant de la voirie, c'est le volet stationnement. Alors sur le stationnement, il y a beaucoup de choses qui nous ont été dites, mais en fait, ce qui ressort ici ou là, c'est deux choses. Si vous habitez en centre-ville, la principale des problématiques qui est ressentie par les Bellifontins, c'est que c'est compliqué de se garer parce que c'est cher. Donc en fait, vous pouvez vous garer si vous prenez un abonnement à 70 € par mois avec Interparking. Vous aurez toujours de la place au 3e sous-sol de la place de la République ou place Napoléon. En revanche, c'est prohibitif pour certains de dépenser 70 € par mois pour garer leur véhicule quand ils n'ont pas de garage, évidemment. Ce qui est ressorti pour l'ensemble des zones qui ne sont pas en stationnement payant à Fontainebleau, et il y en a quand même un certain nombre, c'est que le stationnement des riverains était souvent occupé par du stationnement de personnes extérieures à la ville qui souvent venaient faire leurs courses à Fontainebleau, mais qui ne souhaitant pas payer le parking, en fait, allaient se garer dans les rues adjacentes. Donc vous avez eu, je donne cet exemple, par exemple au Lilas. En fait, les Lilas ont
enfin c'est une résidence dans laquelle il y a un parking privé, donc pour les résidents, mais comme la rue de l'Arbre Sec qui est juste avant les Lilas, elle est payante, et du coup effectivement les véhicules, plutôt que de se garer rue de l'Arbre Sec, viennent se garer directement dans la résidence des Lilas, et donc du coup les riverains n'ont plus de stationnement. Donc là-dessus, le stationnement riverain au quotidien, c'est quelque chose qu'il faut traiter, et pour le traiter, ça signifie qu'il faut aussi regarder pour l'ensemble des gens qui viennent consommer à Fontainebleau, qui viennent travailler à Fontainebleau, qui viennent effectivement passer du temps à Fontainebleau, quelles solutions de stationnement adaptées on peut leur proposer. Il y a quelques années, on disait qu'il n'y avait pas suffisamment de parking. C'était probablement juste. Aujourd'hui, il y a plein de parkings, mais les gens nous disent, bah ouais, mais avant, il n'y avait pas suffisamment de parking, mais il était à 1 euro de l'heure. Aujourd'hui, il y a suffisamment de parking, mais le prix a doublé, et du coup, c'est 2 € de l'heure, donc c'est trop cher. Donc c'est ça qu'il va falloir identifier, c'est quelles solutions on peut apporter à la fois aux gens qui sont prêts à venir à Fontainebleau, mais qui ne veulent pas dépenser trop, et puis aussi comment faire en sorte que les personnes qui sont de l'extérieur ne viennent pas, entre guillemets, prendre du stationnement aux riverains qui ont évidemment besoin de se garer pour leur quotidien. Alors oui, le parking de marché avec les SDF dedans et l'odeur. Oui, alors ça c'est vrai, c'est en particulièrement vrai au 3e sous-sol. Vous avez souvent des SDF qui viennent dormir ici. Je suis d'accord que c'est pour les clients, c'est quelque chose qui est super désagréable. Je me place aussi du point de vue des SDF. Il y a quelques années, on avait un endroit où les SDF pouvaient venir dormir la nuit. C'était localisé à l'Octroi, donc à l'Octroi qui est quasiment au carrefour de l'Obélisque. Cet espace avait été fermé par le maire actuel. Et donc, du coup, il n'y a plus d'espace où on peut accueillir les SDF de nuit. Il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, un certain nombre d'associations ont décidé d'ouvrir un accueil de jour. Donc, effectivement, 2 fois par semaine, vous avez des bénévoles qui sont là pour permettre aux SDF de prendre une douche, de mettre leurs affaires à la machine à laver et de prendre un café chaud, de discuter, de voir un médecin aussi. Mais vous n'avez toujours pas d'accueil de nuit pour ces personnes-là. Et donc, du coup, elles vont se réfugier, entre guillemets, dans les parkings qui sont chauds plutôt que de rester dehors. Donc ça, c'est aussi notre responsabilité, nous en tant que collectivité. Quelles solutions on peut offrir aux SDF qui aujourd'hui dorment dans la rue. Moi, je suis assez favorable à ce qu'on réouvre un accueil de nuit à l'Octroi. À l'Octroi, il y a de la place. Il est possible d'aménager un certain nombre de lits. Et l'État, qui est en charge, entre guillemets, la prise en charge de ces personnes, il est assez favorable. Donc en fait, l'État est à la recherche de place. Nous, on peut offrir un lieu. Globalement, je pense que nos intérêts sont alignés et on pourrait tout à fait réouvrir un accueil de nuit géré par l'État sur le site de l'Octroi qui accueille déjà un accueil de jour fait par des bénévoles. C'est depuis 2 ans, comme je le disais. La question des stationnements minutes. Alors, la question des stationnements minutes, ouais, c'est une bonne question. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant l'été, tout à coup, il y avait les panneaux arrêt 5 minutes qui permettaient en fait de stationner 5 minutes l'après-midi. Le matin, c'était réservé aux livraisons et l'après-midi, vous aviez le droit à stationner 5 minutes pour aller acheter votre baguette de pain, typiquement. Ces arrêts-là ont été supprimés. Ce sont devenus des arrêts de livraison en continu. Ça, je pense que c'est une erreur parce que les livraisons déjà se font de manière majoritaire le matin. Et puis, si elles se font pas le matin, c'est pas pour autant qu'elles se font sur les arrêts livraison. En revanche, les arrêts 5 minutes, ils sont très pratiques pour les mêmes commerçants qui se font livrer et qui, eux, sont très heureux quand même qu'il y ait un endroit où quelqu'un qui a juste à retirer sa baguette de pain ou aller chercher un article qu'il a acheté dans une boutique et qu'il a déjà payé puisse venir juste le récupérer. Ils sont très pratiques, donc remettre en place des arrêts 5 minutes pour du stationnement de très courte durée, oui, ça, ce sera évidemment une priorité. L'octroi qui aurait bien besoin d'être réhabilité. Alors oui, l'octroi, donc là, si on revient sur la problématique des SDF, oui, l'octroi aurait bien besoin d'être réhabilité. Il y a une partie qui a été faite par les associations qui ont refait en particulier la peinture, une partie qui a été faite aussi par la mairie pour permettre l'accueil du public. Mais c'est sûr qu'il y a encore des espaces à rénover, et en particulier les endroits où on pourrait accueillir un accueil de nuit, donc c'est-à-dire aménager 1 ou 2 chambres qui permettraient d'accueillir les personnes qui sont dans le besoin. Alors, la question du stationnement est beaucoup revenue, mais comme on le disait juste avant, il y a eu aussi la question de la propreté qui est beaucoup revenue. Donc, si on regarde sur le visuel après, la propreté, c'est revenu partout. C'est revenu partout parce que
parce qu'il y a beaucoup de dépôts sauvages, il y a beaucoup de crottes de chiens, il y a beaucoup de trottoirs qui sont sales et pas nettoyés. J'ai des Bélifontins qui m'ont dit, quand on dit ça à la mairie, on dit bah oui, mais en même temps, il n'a pas plu depuis longtemps. Alors moi, je veux bien qu'on compte sur la pluie pour nettoyer les rues de la ville, mais ça me paraît très faible, déjà, comme mesure pour nettoyer les rues de la ville, et c'est tout bonnement insuffisant. On ne peut pas avoir du nettoyage uniquement dans le centre-ville. Moi, j'ai la chance d'habiter dans le centre-ville, mais je peux vous dire que même en habitant dans le centre-ville, dans ma rue, donc la rue Guérin, les crottes de chien, j'en ai régulièrement, et pourtant, il y a un sac à crottes qui est à proximité. J'ai aussi régulièrement des mégots dans la rue, j'ai aussi régulièrement des dépôts sauvages. Donc du coup, même en centre-ville, il y a des problèmes de propreté. Donc là-dessus, il y a plusieurs choses à faire. Probablement mettre en place davantage de poubelles, en particulier à l'extérieur du centre-ville. Il y a des rues entières à Fontainebleau où vous n'avez pas de poubelles et donc vous n'avez pas de possibilité de jeter vos déchets. Je ne dis pas que ça justifie le fait de laisser des déchets par terre, parce que ça, rien ne le justifie. Mais en revanche, quand vous baladez avec votre papier depuis 100, 200, 300 mètres, il y a des rues entières, la rue Saint-Méry ou la rue Saint-Honoré, qui sont des très longues rues à Fontainebleau, pour ne prendre qu'elles comme exemple, où il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de corbeille publique. Donc soit vous le mettez dans la poubelle d'un riverain qui n'a pas rentré sa poubelle, soit effectivement vous trimballez avec, soit effectivement les moins respectueux d'entre nous et les moins citoyens d'entre nous les mettent par terre. C'est pas normal, mais ce que je voudrais, c'est qu'on ait une approche à la fois pédagogique et quand la pédagogie ne suffit plus, qu'on ait une approche répressive. Donc c'est-à-dire qu'on ait davantage de corbeilles dans ces rues-là, dans les rues extérieures aux rues du centre-ville. Dans les rues du centre-ville, ça va quand vous regardez rue Grande, quand vous regardez dans les rues piétonnes, quand vous regardez une partie de la rue de France, vous avez suffisamment de corbeilles, mais dès que vous éloignez un peu, il n'y en a plus du tout. Donc il faut à la fois qu'on mette davantage de corbeilles, et puis aussi qu'on fasse de la pédagogie, qu'on prenne le temps de faire de la pédagogie en expliquant voilà, les implications. Jeter un mégot par terre ou jeter un mégot dans un caniveau, il faut savoir que ça contamine derrière 500 litres d'eau. Donc quand vous avez 500 litres d'eau qui sont contaminés par le nombre de mégots qui sont jetés par terre, ça fait quand même beaucoup, et ça c'est pas acceptable. Donc il faut qu'on ait des poubelles, il faut qu'on ait des cendriers aussi, parce qu'il y a beaucoup de mégots, beaucoup de déchets de mégots qui sont vraiment partout en centre-ville. Et qu'en parallèle, effectivement, l'amende pour le dépôt ou simplement l'abandon de déchets sur la voie publique soit plus significative qu'elle n'est aujourd'hui, et qu'on en mette. C'est-à-dire, une fois qu'on aura fait la phase de pédagogie, une fois qu'on aura mis des corbeilles publiques, il faut qu'on ait une amende qui soit dissuasive, et puis surtout qu'on en mette. On n'en a pas besoin d'en mettre 50, hein. On en mettait une seule à Fontainebleau. Une seule, et je peux vous dire que si vous mettez une seule amende à un tarif suffisamment dissuasif, vous n'aurez plus personne qui jettera quoi que ce soit, ni ses crottes de chien, ni ses mégots, parce que le bouche à oreille fonctionne toujours à Fontainebleau. Et il suffit d'une amende pour que les gens se disent « Ouh là là, il y a quelqu'un qui a pris une amende, j'ai pas envie de prendre d'amende, et donc du coup je mettrai ça dans la poubelle, qui cette fois-ci ne sera pas à 500 mètres, mais qui sera du coup plutôt à 50 mètres. » Alors j'aime bien la dernière citation qui nous a été faite, boulevard Foch. Il y a un Bélifontain qui nous a dit qu'il avait vu débarquer des agents de la voirie, des agents du nettoyage, pardon, pour venir nettoyer les rues. Et du coup, il leur a demandé ce qui se passait parce qu'il les avait jamais vus depuis plusieurs années. Et ces mêmes agents lui ont dit les élections arrivent et donc du coup on nous a demandé de passer chez vous. C'est bien de nettoyer à l'occasion des élections, hein, d'un point de vue électoral, ça rapporte probablement un peu, mais c'est mieux de le faire en continu parce que les gens ne sont quand même pas dupes. Alors, une autre thématique qui est revenue beaucoup, alors je consulte en même temps les commentaires, sanctionner les incivilités, malheureusement le français est encore à éduquer. Oui, c'est vrai, il y a un besoin d'éducation, c'est pour ça que je disais qu'il faut à la fois qu'on manie entre guillemets la carotte et le bâton. La carotte, c'est qu'on mette plus de poubelles, plus de cendriers aussi, et qu'on fasse plus de pédagogie. Et puis le bâton, c'est pour toutes les personnes qui sont réticentes à être citoyennes, hein, tout simplement, en jetant leurs déchets dans les poubelles ou dans les endroits adaptés, là, il faudra effectivement passer à quelques amendes. La question des déchets en forêt. Alors la question des déchets en forêt, c'est quelque chose qui est une problématique pas seulement pour Fontainebleau, mais pour tout le territoire. Oui, on peut en parler. Alors c'est un sujet complexe et long. Le sujet est complexe parce que les principaux pollueurs en forêt aujourd'hui, c'est surtout des entrepreneurs, c'est-à-dire c'est des artisans qui, ne souhaitant pas payer la déchetterie, mais en revanche ils vous la facturent dans les travaux qu'ils font chez vous, se disent tiens, je vais abandonner mes déchets en forêt, ou la déchetterie par exemple peut être fermée, ça peut être une question d'horaire de fermeture, etc. Et donc du coup ils se disent c'est plus simple de balancer mes déchets en forêt.
Simplement, l'ONF a mis en place un certain nombre d'actions répressives pour poursuivre ces personnes-là. Des pièges photographiques, ce qu'ils appellent, donc c'est une sorte de radar de mouvement entre guillemets sur des endroits bien localisés qui permet d'identifier la plaque d'immatriculation du véhicule et son conducteur et qui derrière donne lieu à des condamnations. Donc au tribunal, il y a eu plusieurs de nombreuses condamnations qui ont été faites puisque le procureur poursuit systématiquement maintenant pour les dépôts en forêt. C'est probablement pas suffisant. Il faut que nous, la collectivité, même si on n'est pas les responsables de la forêt domaniale, on s'implique davantage. Ça peut être en particulier pour le ramassage des déchets qui sont en bordure de ville. Là-dessus, c'est certes le territoire ONF. En fait, la limite est déterminée par, vous avez souvent des petits plots en bois qui déterminent la limite entre ce qui est du ressort du territoire communal et ce qui est du ressort du territoire de l'ONF. Probablement qu'on peut trouver des accords intelligents avec l'ONF pour participer aussi à ces opérations de nettoyage de proximité. Je pense que c'est la route Louise, par exemple, ou la route de la Bonne Dame, qui sont vraiment en bordure de forêt, mais qui sont régulièrement envahis par les déchets. Alors, ne surtout pas supprimer le ramassage des encombrants à Fontainebleau. Alors, la question du ramassage des encombrants. Ça, c'est un vrai sujet qui n'est pas simple, mais sur lequel il ne faut pas mentir aux gens. Le ramassage des encombrants, aujourd'hui, est géré par le SMICTOM. Le SMICTOM, c'est, vous voyez, le petit ver de terre que vous avez sur votre poubelle, qui ensuite gère la collecte, et puis après s'occupe de l'élimination des déchets et du recyclage des déchets. Sur l'ensemble du territoire couvert par le SMICTOM, il n'y a plus que la ville de Fontainebleau qui est concernée par le ramassage des encombrants. C'est-à-dire que c'est une pratique qui va disparaître, c'est-à-dire que c'est une pratique que le SMICTOM a déjà signalé à la ville de Fontainebleau en disant le ramassage des encombrants va disparaître parce que effectivement, quand vous collectez des encombrants, il n'y a pas de tri, c'est mis n'importe où sur les rues. Et puis aujourd'hui, vous voyez que le SMICTOM ne ramasse qu'un certain nombre de déchets et pas tous les déchets. Donc on va se retrouver aussi avec des dépôts sauvages qu'ensuite les agents de la ville vont devoir venir évacuer de la voirie. Donc là-dessus, le SMICTOM souhaite y mettre fin. Alors, c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui va arriver. Donc là, la mairie a demandé à ce qu'on décale cette échéance après les élections. La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que nous, on peut mettre en place pour offrir une solution alternative au Bélifontain. La déchetterie, aujourd'hui, dont on dépend, c'est Bourron-Marlotte. Il y a des communes qui ont mis en place, la ville d'Avon par exemple, Bourron-Marlotte et Hérisy, je crois, ils ont mis en place en fait un bon annuel qui vous donne le droit à un enlèvement gratuit de vos déchets. Donc c'est-à-dire que vous appelez le SMICTOM, vous dites bah voilà j'ai tel et tel déchet à évacuer et du coup le SMICTOM vient et ensuite effectivement l'emmène pour vous dans les centres de tri, dans la déchetterie. Donc là-dessus c'est un système qui permet de limiter entre guillemets l'impact de la fin des encombrants. Et quand ce système de gratuité, puisque là il y a un bon qui existe, un bon par an et par personne à Avon, quand vous avez utilisé votre bon mais que vous avez toujours d'autres déchets, il y a toujours un service qui existe mais dont personne ne parle aujourd'hui, qui s'appelle Allo Déchets, qui permet d'évacuer vos encombrants, que le SMICTOM vienne les chercher directement. C'est un service qui est facturé, 10 € par mètre cube, mais dans un mètre cube vous en mettez beaucoup. Et si on ajoute à ça une gratuité par an, on peut probablement arriver à gérer la transition entre la fin des encombrants, qui de toute façon est inéluctable et qui n'est même plus légale, et un nouveau système. Alors, la question des déchets, alors Benjamin, moi je ne limite à rien, je dis simplement ce qui est ressorti des enquêtes qu'on a faites. Il y a beaucoup le principal volume de déchets en forêt, pour en avoir discuté assez longuement avec l'ONF, c'est réellement les entrepreneurs. Il n'y a pas que, évidemment, mais là-dessus, on manque aussi en forêt, en particulier aux abords des parkings, de poubelles pour les Bélifontins, pour les Bélifontins ou les visiteurs de la forêt. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut travailler mieux avec l'ONF, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas limité aux entrepreneurs, mais le gros des volumes, ce sont souvent des entrepreneurs, malheureusement. Alors, on a parlé de voirie, on a parlé de stationnement, on a parlé de propreté. La dernière thématique qui est ressortie beaucoup et qu'on a résumée sous l'aspect démocratie locale, comme on va le voir sur le slide qui apparaît maintenant, c'est toutes ces petites demandes du quotidien qui sont adressées à la mairie
et qui souvent ne reçoivent pas de réponse. Alors ça, c'est vraiment une thématique qui est venue de manière régulière. Il y a des choses qui sont signalées à la mairie et souvent il n'y a pas de réponse. Alors si vous aviez été à la réunion publique, on aurait pu faire l'exercice, comme on l'a fait ce soir-là, de poser la question ouvertement à la salle, qui a déjà écrit à la mairie sans avoir de réponse, à comparer à qui a déjà écrit à la mairie et a une réponse. Vous auriez vu que le rapport est bien plus important pour les gens qui ont écrit à la mairie sans réponse pour les gens qui ont écrit à la mairie en ayant une réponse. Donc il y a beaucoup de Bellifontins qui n'ont jamais de réponse à leurs questions. Avant, il y avait un outil, c'est la deuxième remarque qui nous a été faite, là dans le quartier des Provençaux, il y avait un outil qui s'appelait les conseils de quartier. C'était une réunion physique entre ce qui associait une partie des élus, une partie des services de la ville, souvent le service voirie et le service propreté, et puis un certain nombre de conseillers de quartier, donc il y en avait une grosse dizaine par quartier. Il y avait 8 ou 9 quartiers dans la ville, et ça permettait tous les 2 mois d'échanger sur des problématiques de quartier. Voilà, la question des racines sur le trottoir, par exemple, c'est quelque chose qui revient régulièrement, mais pas que boulevard Orloff, ailleurs. Donc les petits problèmes de propreté, les problèmes de la question des encombrances étaient posés, etc., etc. Et donc du coup, ces conseils de quartier permettaient vraiment de remonter l'information et surtout derrière à la mairie, en théorie, de traiter cette information et d'agir pour mettre fin aux problèmes identifiés. Ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est qu'on a dit « oulala, les conseils de quartier, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas répondre aux demandes et donc du coup, plutôt que de ne pas savoir répondre aux demandes, en fait, on va supprimer les conseils de quartier. » Donc les conseils de quartier, dans un premier temps, sont devenus des conseils de quartier numériques, c'est-à-dire vous aviez un élu qui se contentait d'envoyer un certain nombre de mails aux conseillers de quartier, souvent d'ailleurs pour les inviter à tel ou tel événement et pas forcément pour parler de la vie du quartier. Et puis une fois qu'on a eu cette première étape, alors là on est passé au grand numérique puisqu'on a dit on arrête cette version-là et en fait on met en place pour toute la ville une application, donc une application sur smartphone qui s'appelle Tell My City. Tell My City, en théorie, vous pouvez signaler voilà, un problème dans votre rue, dans votre quartier, et puis c'est une information qui est envoyée directement aux agents de la ville qui, derrière, ont la responsabilité de les traiter. Simplement, cette application-là, aujourd'hui, elle est non seulement très peu utilisée par les Bellifontins, mais en plus de ça, les demandes qui figurent sont régulièrement laissées de côté et pas traitées. Je discutais encore avec quelqu'un qui avait signalé 2 problèmes depuis plus d'1 an, et depuis plus d'1 an, il n'avait toujours pas eu une réponse à aucun de ces 2 problèmes. Et puis enfin, cette application-là, elle est payante, puisqu'on verse chaque année pour l'utilisation de cette application 10 000 euros par an. Donc 10 000 euros par an qui sont dépensés dans une application qui finalement n'a pas beaucoup d'utilité et qui visait à remplacer des réunions physiques. Je trouve que c'est de l'argent mis à la poubelle parce que réellement, c'est pas satisfaisant comme manière de fonctionner. Donc les conseils de quartier, c'est probablement un outil très utile pour avoir de la démocratie directe et d'avoir des retours directs et surtout traiter les problématiques au fur et à mesure. Une fois encore, le quotidien, si on ne s'en occupe pas tous les jours, donc c'est un peu la palissade, mais si le quotidien on ne s'en occupe pas tous les jours, du coup à la fin vous arrivez à des coûts bien plus importants pour régler tel ou tel problème. Je reviens sur une des remarques qui nous a été faite au Lila. Voilà, donc Nathalie qui nous dit effectivement qu'on n'a pas non plus de réponse non plus sur Tell My City. C'est exactement ce que je disais, c'est 10 000 euros mis à la poubelle. Au Lila, on nous a parlé des dealers. On nous a parlé des dealers au Lila, on nous a parlé des dealers à Saint-Honoré, on nous a parlé des dealers au Bréau. C'est une problématique connue et reconnue. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées par des riverains, il y a eu de nombreux courriers qui ont été adressés à la mairie. Et c'est une problématique qui est totalement mise de côté, on ne veut pas la voir, vraiment, on se cache derrière nos 2 mains et derrière notre ordinateur en disant non, il ne se passe rien, il n'y a pas de sujet. La réalité, c'est que dans ces quartiers qui sont historiquement assez tranquilles, on a la chance à Fontainebleau, on a une réelle chance d'avoir une ville globalement très agréable, globalement assez paisible, globalement assez tranquille. Ces quartiers-là, depuis 2 ans, en fait, leur vie quotidienne de quartier est un peu pourrie par certains qui viennent dealer sur ces endroits-là, donc qui s'installent, qui squattent, qui effectivement ont même mis en place un système de garde, entre guillemets, pour prévenir si la police arrive, etc. Et puis vous avez des personnes qui du coup, veulent déménager. Il y a beaucoup de personnes qui demandent à partir de ces quartiers alors qu'avant ils étaient attractifs. Et 2 qui effectivement voient leur quotidien entre guillemets pourri parce que voilà, vous avez des mamies qui ont peur de rentrer chez elles le soir. Et je trouve qu'à Fontainebleau,
alors qu'on a un cadre de vie et une tranquillité qui était jusque-là bien assurée. Je trouve que c'est dommage qu'on en arrive à des extrémités comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? La première des choses qu'on peut faire, et ça c'est quelque chose que nous on avait proposé au conseil municipal, c'était la mise en place de caméras sur les espaces publics, donc par exemple sur les parkings ouverts, c'est là où il y a les bancs, c'est là où il y a les squats souvent, la mise en place de caméras dissuasives, entre guillemets, pour que les dealers ne viennent plus s'installer là. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire. À l'époque, quand on a proposé ça, on nous a dit, vous êtes des fachos, vous allez stigmatiser, etc., etc. et tout. Toujours est-il que maintenant, les foyers de Seine-et-Marne ont réellement pris la mesure du problème, que la mairie, finalement, se dit, bah, pourquoi pas installer des caméras, surtout à l'approche des élections, blablabla, blablabla. Et du coup, effectivement, c'est une solution qui va probablement être mise en œuvre. Mais ça, c'est la première des priorités, mettre en place des caméras parce que c'est un effet dissuasif. Et ce qu'on cherche en la matière, c'est pas forcément à arrêter les dealers, parce que ça, c'est le boulot de la police nationale. Nous, notre boulot, c'est effectivement qu'il y a un effet dissuasif et que ces dealers ne viennent pas ou ne viennent plus sur les endroits où ils ont l'habitude de venir. La seconde chose qu'on peut faire, et ça concerne pas seulement les quartiers, mais ça concerne de manière plus générale la commune, c'est mettre en place des rondes du soir de la police municipale pour vraiment venir déranger ces dealers dans leur business. Parce que les dealers, c'est comme tout commerçant, hein, c'est des businessmen. Donc si effectivement vous les empêchez de faire leur chiffre d'affaires, et ben du coup, à un moment, ils plient les gaules, ils arrêtent de dealer à cet endroit-là et ils s'installent ailleurs. Donc c'est vrai qu'on ne résout pas le problème de la délinquance en tant que tel parce qu'ils vont aller s'installer ailleurs. Mais s'ils vont s'installer ailleurs qu'à Fontainebleau, moi en tant que maire, j'en suis extrêmement satisfait. Donc je pense que ces deux actions, à la fois des caméras pour le volet dissuasif sur les espaces publics, évidemment pas dans les parties privées, et la mise en place de rondes de la police municipale, sont des actions qui pourraient tout à fait être utiles et bien marcher. Alors, merci beaucoup Marie-Thérèse pour vos encouragements. Les dealers sur la place du marché, oui, c'est vrai que ça existe le soir. Alors là, ce qui est plus surprenant, c'est que vous avez quand même la police nationale en face. Donc il faut qu'on voit avec la police nationale ce qu'il est possible de faire. La vraie difficulté de la police nationale aujourd'hui, c'est le manque d'effectifs. C'est-à-dire que vous avez 4 agents en fait qui tournent sur l'ensemble de l'arrondissement de Fontainebleau. Alors c'est le ressort d'action de la police nationale aujourd'hui, c'est Fontainebleau, Avron et les villages du bord de Seine. Quand vous avez que 4 agents qui peuvent qui sont de service en même temps, qui peuvent effectivement monter dans une voiture, bah, c'est largement insuffisant quand il y a des réels problèmes et donc du coup il part au plus urgent. Donc si l'État n'est pas capable de fournir le nombre de forces de police nécessaires, on va aller se plaindre évidemment auprès de l'État, et 2, on va essayer de les compléter, par exemple, comme je le disais, par des rondes de soirée jusqu'à 1h du matin, hein, jusqu'à la fermeture des bars de la police municipale. Alors, oui, merci Romain pour Yoda. Alors j'aime beaucoup Yoda. Vous voyez pas le sous-titre, hein, mais le sous-titre c'est May the Force be with you, donc que la force soit avec toi. Et effectivement, il y a la revue d'arrêt d'histoire. La revue d'arrêt d'histoire, moi, du coup, je vais en profiter pour faire un peu de pub pour la revue d'arrêt d'histoire. Alors, je les ai toutes. Il y a 15 numéros qui sont sortis de la revue d'arrêt d'histoire. C'est une revue très complète sur l'histoire de la ville, donc qui raconte tout un tas d'anecdotes. Vous avez aussi des interviews des uns des autres. C'est vraiment très très bien. Donc, si vous êtes intéressé, elle se retrouve dans toutes les bonnes librairies de Fontainebleau. Donc, la librairie Michel, où je vais régulièrement, la librairie Plein Ciel, ou bien directement auprès de l'association, qui sont présents sur pas mal d'événements. Ils sont en particulier lors du Festival d'Histoire de l'Art, ils tiennent un stand où vous pouvez avoir une réduction. Donc voilà, je vous invite vraiment, si vous souhaitez les coordonnées, n'hésitez pas, moi je vous enverrai leurs coordonnées en message privé, mais je vous recommande comme lecture, c'est vachement bien. Alors, oui, Anna nous parle des effectifs de la pour revenir sur ce qu'on disait avant, hein, nous parle des effectifs de la police. Oui, c'est vrai que c'est le sujet. C'est le sujet qui est vraiment la problématique aujourd'hui. Vous avez 2 sujets pour la police à Fontainebleau, hein, c'est la question des effectifs et la question des locaux. Question qu'on va pas aborder là, mais sur laquelle on reviendra ultérieurement parce que c'est aussi un vrai problème qu'il va falloir qu'on traite. Parce que c'est vraiment abject de laisser les policiers travailler dans de telles conditions. Alors, on va passer au volet de la présentation où on revient sur les idées que nous ont proposées les Bellifontins. Les Bellifontins, en fait, on leur a dit est-ce que vous avez une idée de projet pour la ville? Et donc, du coup, en fait, ça nous a permis aussi de voir, en plus des priorités, où les Bellifontins voulaient qu'on aille et dans quelle direction.
Donc on a essayé là encore de classer les réponses par grand item. Donc le premier grand item, vraiment ce qui ressort le plus des idées de projet des Véliefontains, c'est tout ce qui concerne une ville plus durable. C'est ce qu'on a résumé sous l'item une ville plus durable, qu'on a mis sous la forme capitale de l'environnement, parce qu'on parle souvent de Fontainebleau, capitale de ceci, capitale de cela, etc. Ce qui fait le plus sens dans l'histoire de la ville et ce qui fait le plus sens au regard de notre environnement actuel et ce qui permet aussi de regrouper les différents items, que ce soit le cheval, l'histoire, etc. et tout, c'est vraiment le volet environnemental. Et là, les attentes en la matière sont vraiment très fortes. Ça va depuis des systèmes type Vélib, en passant par davantage de végétation en ville. C'est pas parce qu'on a la forêt à 500 mètres de chacun des Véliefontains qu'il ne faut pas qu'il y ait d'arbres en ville. Ça, vous êtes nombreux à nous l'avoir dit. Ça passe aussi par les questions d'alimentation, que ce soit dans les cantines. Aujourd'hui, dans les cantines, il y a une obligation seulement qui est donnée aux restaurateurs, de mettre 5% de produits bio. Ça signifie qu'en fait, vous n'avez que le pain qui est bio et vous n'avez aucune autre obligation en la matière. Moi, je pense que c'est très insuffisant. La communauté d'agglomération travaille aujourd'hui à élaborer un projet de territoire dans lequel figurait la création d'une cuisine centrale. Une cuisine centrale qui permettrait d'alimenter en fait les 26 communes du territoire en produits à la fois locaux, parce qu'on a quand même beaucoup de terres agricoles autour de nous, et en produits bio, le cas échéant. Donc le mix entre les deux est très intéressant et je voudrais que moi, pour la prochaine, qu'à l'échéance du contrat actuel avec le délégataire, on puisse effectivement avoir cette cuisine centrale qui soit opérationnelle et qui permette d'alimenter à la fois les écoles de la ville, le centre de loisirs, les foyers résidences, pourquoi pas l'hôpital et puis toute personne, les collèges et les lycées évidemment, et pourquoi pas toute institution qui souhaiterait avoir une alimentation de meilleure qualité. Parce que ça vaut pas forcément plus cher. Le fait de mutualiser entre 26 communes, ça permet de réduire le surcoût lié au volume distribué sur la ville. Et en même temps, ça permet d'avoir une meilleure alimentation tant pour nos enfants que pour nos personnes âgées. Et ça me paraît être primordial. La question des pistes cyclables est revenue beaucoup. C'est vrai que Fontainebleau, en fait, la physionomie de Fontainebleau permet d'envisager facilement des trajets à vélo. Et on voit d'ailleurs depuis les mamans et les papas avec leurs enfants, en passant par les personnes âgées, que beaucoup de personnes se déplacent à vélo. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui ont peur d'utiliser un vélo parce que les contresens cyclables sont dangereux. En tout cas, sur certains endroits, quand vous remontez la rue de France, par exemple, c'est quelque chose qui apparaît comme étant dangereux. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est d'offrir des itinéraires cyclables avec des vraies pistes cyclables sécurisées, comme ça peut se faire dans beaucoup de villes en France et puis aussi à l'étranger. Donc, c'est là aussi, on fera des propositions en ce sens-là pour avoir vraiment un réseau de pistes cyclables utilisables. Je regrette d'ailleurs, je le dis au passage, que sur les nouvelles rues qu'on a pu refaire ces dernières années à Fontainebleau, on n'en ait pas profité pour mettre en place réellement des pistes cyclables sécurisées. La place de la République, quand vous regardez les chaussées, le bitume est pas forcément adapté à une circulation apaisée. Je vous rappelle que dans le plan initial, ça devait être une zone qui était pavée. Sur laquelle il y avait une circulation à la fois piétonne et vélo et voiture, mais les voitures étant entre guillemets pas forcément les bienvenues. Là, on a du bitume, on n'a pas mis de piste cyclable, je trouve ça regrettable. De la même manière, rue du Château, on aurait pu aussi en profiter pour mettre une piste cyclable. Cette rue du Château qui a été refaite cette année, je trouve ça là encore dommageable. On a étendu les trottoirs, on a supprimé le stationnement, mais on n'a pas pensé à mettre de piste cyclable. C'est vraiment dommage. Alors, la question, il y a une proposition qui est revenue assez régulièrement. Alors, l'histoire du le tramway. Historiquement, Fontainebleau avait un tramway qui a bien marché, mais qui s'est arrêté dans les années 50, donc en 53 pour être précis. Pourquoi ce tramway s'est arrêté à l'époque? Parce qu'il créait déjà des bouchons. En fait, il passait rue Grande, il allait rue Aristide-Briand, et il remontait avenue Franklin-Roosevelt, direction la gare. Il a créé beaucoup de bouchons. Il y a eu pas mal d'accidents aussi entre le tramway et des véhicules. Donc à l'époque, c'était un mix de voitures et de calèches, quand c'était encore un peu plus avant. Et donc du coup, il a été supprimé. Le remettre en activité, ça coûterait très cher. Ça coûterait 14 millions d'euros du kilomètre. Ça coûte la mise en place d'un tramway. Donc ça coûterait très cher. Et en plus de ça, il n'est pas certain que la fréquentation serait au rendez-vous. Alors c'est probablement quelque chose qu'on explorera, mais sans vouloir tuer d'avance cette idée-là.
c'est quelque chose qui sera très compliqué à mettre en œuvre et très difficile à mettre en œuvre. Donc je ne pense pas que ça figurera dans les prochaines mandatures qu'on proposera au Bréville-Fontaine, parce qu'on n'est pas là pour leur vendre du rêve et leur vendre des paillettes, on est là pour dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Ça nous paraît être primordial. On a trop souvent vendu aux uns et aux autres une ville parfaite, une ville magnifique, etc. La réalité, c'est que il faut l'argent pour faire ça. Et si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas mettre en place des actions. Donc ne promettons pas ou ne surpromettons pas des choses que derrière, on ne pourra pas tenir. Alors après l'item ville durable, on avait un autre item sur le slide d'après qui est tout ce qui concerne, on l'a résumé sous l'item une ville plus humaine. Une ville plus humaine et une ville pour tous. En fait, on s'est aperçu lors des différentes consultations que beaucoup de Bréville-Fontaine nous disaient, même si on fait des activités à Fontainebleau, même si on participe à des événements, etc., c'est compliqué d'avoir beaucoup de liens sociaux entre les uns et les autres. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est facilement explicable, mais c'est plutôt un ressenti que les gens nous ont donné. Ils n'ont pas donné d'exemple précis pourquoi il y avait un manque de lien social, mais en tout cas, ils trouvent que il y a vraiment besoin de davantage de se parler, davantage d'organiser des choses conviviales, chaleureuses, qui permettraient vraiment aux uns et aux autres de se réunir. Ça se traduit par exemple pour les associations. Les associations nous ont dit que le premier problème des associations de la ville, et moi personnellement je trouve ça un peu dingue, c'est effectivement le manque de lieux où tenir des réunions. C'est-à-dire qu'on nous a dit à FLC, donc qui est la maison des associations, qui avant était gérée par FLC et la ville a décidé de reprendre la gestion en direct. On a de moins en moins de créneaux disponibles et donc du coup on ne sait pas où aller. Il n'y a pas suffisamment d'espace. Avant il y avait la salle des élections qui permettait de tenir des réunions ou des assemblées générales ou quoi qu'est-ce, qui a été transformée en l'office du tourisme. Maintenant il y a certes la salle qui va exister à la médiathèque, mais comme vous avez pu le voir sur les panneaux, il y a quand même un programme d'expo assez chargé. Donc du coup, je ne suis pas certain que les uns et les autres pourraient l'utiliser au quotidien. On a réellement un besoin de salle à Fontainebleau. Ça, j'ai commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait imaginer et dans les mois à venir, on fera des propositions pour remédier à ce manque de salles pour se réunir, tant pour les associations, mais ça peut être aussi pour les jeunes du quartier ou ça peut être aussi pour le club de bridge quand effectivement ils cherchent un autre endroit où aller jouer ou quoi que ce soit. En tout cas, qu'on ait davantage de salles pour les personnes qui souhaitent se réunir. La ville plus humaine, ça passe aussi dans les foyers résidences. Les foyers résidences pour personnes âgées, en 2017, il y a eu la suppression du gardien. Donc en fait, vous avez 2 foyers résidences à Fontainebleau qui s'appellent maintenant des foyers autonomie. Donc vous avez la résidence Rosa Bonheur qui est située rue de la Paroisse et puis vous avez la résidence Lorraine qui est située rue de Lorraine. Avant, il y avait un gardien. Le gardien qui avait à la fois un rôle de gardien, comme son nom l'indique, mais qui aussi permettait, entre guillemets, d'humaniser la relation dans ces foyers où vous avez souvent des personnes qui sont seules et qui, du coup, voilà, discutaient beaucoup avec le gardien. Le gardien filait des petits coups de main aussi, comme ouvrir les volets. Et ce gardiennage a été supprimé. Donc, il y avait un gardien le soir et puis il y avait un gardien, et le gardien le week-end. Aujourd'hui, vous n'avez plus de gardien le soir et le week-end. Et donc, si vous passez souvent dans ces résidences, vous verrez que régulièrement, les volets sont pas ouverts parce qu'il n'y a plus personne vraiment pour les ouvrir et que du coup, ça manque cruellement d'humanité. La suppression du gardien, ça a donné lieu ensuite à des cambriolages dans chacune de ces 2 résidences. Donc, si vous allez à la résidence Rosa Bonheur, par exemple, il n'y a même plus de télé dans la salle commune. Je trouve quand même qu'on doit davantage à nos aînés pour leur bien-être au quotidien. Et c'est pareil, les animations pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui nous ont dit, au-delà du centre aéré ou quand on n'a plus l'âge pour aller au centre aéré, qu'est-ce qu'on peut faire à Fontainebleau? La Nébule, qui est censée être le lieu intermédiaire à partir de 12 ans, pour les ados, cet été, au mois d'août, c'était fermé. Donc les parents nous disent, mais comment je peux occuper mes enfants l'été? Là aussi, il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre pour avoir des activités pour tous. Je passe la question de la rénovation des écoles, mais quand vous regardez l'état de nos écoles, elles sont vraiment en état dramatique. J'en veux pour preuve, je vais prendre un seul exemple sur l'état des écoles. L'école La Cloche, donc, qui est située rue de la Cloche. En mai dernier, donc c'était d'ailleurs un dimanche, c'était le jour des élections européennes, il y a eu le pignon de l'école qui s'est décroché. Le pignon de l'école s'est décroché et est tombé devant l'entrée de l'école. Donc heureusement, on a eu de la chance et là-dessus,
Fort heureusement, c'est arrivé un dimanche et c'était pas un jour d'école ou un jour de classe. Mais simplement, depuis cette époque-là, l'entrée principale est fermée. En fait, on fait rentrer les enfants par une autre entrée et on n'a toujours pas réparé le pignon de l'école. Donc, ce petit fait seul traduit bien que dans l'ensemble des écoles de la ville, il y a besoin d'une vraie rénovation. Et une vraie rénovation, c'est pas un coup de peinture qu'on passe juste avant les élections, c'est réellement un budget dédié. C'est pareil, c'est de l'entretien, hein, ça se fait année après année. Il faut qu'on consacre un certain montant budgétaire. L'année dernière, c'était de l'ordre de 100 000 euros le montant consacré aux écoles. C'est trop peu, évidemment, et il faut en consacrer bien plus pour remettre en état les écoles de la ville. La question de l'hôpital, alors là-dessus, pour tous ceux qui travaillent au centre hospitalier, hein, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, mais il y a des vrais problèmes à l'hôpital, des vrais problèmes de burn-out, pas seulement chez le personnel administratif, hein, chez les médecins aussi, voire chez les chefs de service. Donc c'est un vrai sujet, la question du bien-être à l'hôpital. L'hôpital a une gestion autonome, hein, vous avez un directeur, mais vous avez aussi un conseil d'administration, et dans ce conseil d'administration siège structurellement le maire de Fontainebleau, mais aussi le maire de Nemours et le maire de Montereau. Donc à travers ce conseil d'administration, c'est aussi à nous de dire, attendez, il y a un vrai malaise parmi le personnel hospitalier, ça peut pas durer ainsi, et c'est pas parce qu'on est en train de construire un nouveau bâtiment qui remplace simplement les deux anciens bâtiments qui sont totalement vétustes, qu'on a réglé l'ensemble des problèmes de l'hôpital. Il faut aussi faire en sorte que le personnel de l'hôpital ne parte pas, car dégoûté par les conditions de travail. Alors après, donc on avait vu une ville plus durable, une ville plus humaine. Si on continue la présentation, en passant au slide suivant, on a eu beaucoup de retours sur le besoin d'emploi à Fontainebleau. Le besoin d'emploi à Fontainebleau, c'est vital parce qu'on a trop de gens qui aujourd'hui viennent s'installer à Fontainebleau pour y trouver une certaine qualité de vie, mais qui en fait se retrouvent à aller travailler tous les jours à Paris dans les transports, dans la fameuse ligne R, qui n'est pas réputée pour sa fiabilité et sa ponctualité. Et donc du coup, notre responsabilité à nous, c'est d'arriver à créer de l'emploi. Alors vous allez me dire, à Fontainebleau, oui, mais il n'y a pas forcément de terrain disponible. Ça, c'est pas vrai. Il y a les terrains, les anciens terrains militaires qui maintenant appartiennent à l'agglomération, donc sur ce qu'on appelle la route militaire. En fait, c'est la route pour aller à la salle Karma, pour ceux qui connaissent côté de l'escalade, où là vous avez 80 000 m² de terrain, et je suis convaincu que ces terrains-là, il faut les dédier à de l'activité économique, à du développement économique, à de la création d'emplois, et pas simplement à y faire des logements. Aujourd'hui, sur cette parcelle-là, il y a une partie qui a été vendue par l'État, qui s'appelle les subsistances militaires, pour y créer 400 logements. Je trouve que déjà c'est pas forcément adapté, parce que nous, en tant que commune, on aurait pu dire on ne veut pas surdensifier la ville, mais au contraire, la municipalité en place a choisi de modifier le plan local d'urbanisme pour qu'on puisse y faire non pas 300 mais 400 logements. Et sur le reste du terrain, c'est aussi des créations de logements qui sont prévues. Et moi, ça, je ne suis pas favorable. Je veux que sur ces parcelles-là, on y dédie à l'emploi et qu'on évite d'avoir chaque matin 2500 Bellifontins qui prennent le train pour aller bosser à Paris. Ça, c'est vraiment une plaie pour la vie familiale, parce qu'effectivement, derrière, vous faites au mieux 3 heures de transport aller-retour chaque jour, et vous avez des transports en commun qui sont aujourd'hui trop déficients, et sur lesquels, là aussi, il va falloir qu'on agisse, même si c'est pas une compétence d'une mairie. Quand vous avez un maire qui s'exprime auprès de la SNCF, ça a beaucoup de poids que toute personne individuelle qui va s'exprimer auprès de la SNCF, ou même que des collectifs d'usagers. Moi, j'ai fondé le collectif des usagers de la ligne R. On a beau être 4500 à suivre la page, et on a beau essayer de mettre la pression chaque jour à la SNCF pour que la situation s'améliore, c'est pas suffisant. On a besoin que les élus s'engagent. Moi, c'est vrai que demain, en tant que maire, évidemment, le combat de la ligne R, je le continuerai. Donc on a dit une ville plus durable, une ville plus humaine, une ville plus active. La dernière chose qu'on a identifiée, c'est une ville qui est plus créative, alors qui encourage réellement les initiatives des uns et des autres. Donc c'est valable à la fois sous l'aspect culture. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont parlé de projets culturels. C'est valable aussi pour les idées qu'on peut avoir. Il y a des gens qui sont revenus sur l'idée souvent évoquée d'un casino. C'est valable sur l'idée de la piscine de la forêt qui en fait est située en face de la gare. Vous avez un ancien bâtiment abandonné au-dessus du petit parking.
qui est la piscine de la forêt. En fait, ça, c'est propriété de la ville de Fontainebleau. Donc, ce lieu-là est un lieu magnifique, hein, mais qui est à l'abandon depuis 2006. Depuis 2006, la piscine a fermé et qui, depuis, se dégrade régulièrement, sûrement. Si vous y allez, vous verrez, c'est vraiment un no man's land. On avait fait une vidéo à ce sujet-là et on remontrera des images. C'est vraiment un lieu magnifique et c'est à nous, nous, communes, de lui trouver un avenir. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir pour ce site. Donc si l'idée c'est de laisser se dégrader pour ensuite y faire des logements, moi c'est pas vraiment l'idée que je défends. De par sa position centrale pour aller en forêt, il y a des choses à envisager avec l'ONF, pourquoi pas aussi un camping, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont camper pour aller pour ceux qui vont faire de l'escalade en forêt, ils peuvent aller camper avant, un café, on peut y faire un lieu sympa. Donc il y a beaucoup d'idées qu'on pourrait mettre en place pour la piscine de la forêt. Naturellement, ça demande de trouver une partie de financement, plutôt des financements privés en l'occurrence, mais c'est à nous en tout cas d'impulser les choses. J'aime bien aussi, je vais boire un petit coup parce que là j'ai un peu soif. Alors, j'aime bien aussi l'idée de créer un festival de théâtre convivial. Là, ils font ça à Thomery, ils appellent ça le Festival du Bon Coin. Thomery est un tout petit village, hein, mais simplement ça attire beaucoup de monde parce que c'est très chaleureux et très convivial. Donc nous, notre responsabilité, c'est probablement de trouver un événement convivial et qui attire du monde, en particulier l'été. L'été à Fontainebleau, entre le 14 juillet et la Saint-Louis, il ne se passe rien. Pourtant, c'est dommage parce que c'est là où il y a le plus de touristes qui sont au château et qui pourraient ensuite rester en ville et consommer dans les commerces. Le château dit bah oui, mais ils viennent pas en ville parce que les commerces sont fermés. Mais les commerçants nous disent bah oui, mais les commerces sont fermés parce qu'effectivement il n'y a pas de clients. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Pour sortir de ce cercle vicieux, à nous, municipalité, d'envisager un événement qui pourrait avoir lieu l'été. Il y a des communes qui l'ont fait, très bien. Je pense par exemple cet été j'étais à Noirmoutier, je suis passé à Noirmoutier. Noirmoutier au mois d'août, c'est festival de théâtre en plein air pendant tout le mois d'août. C'est un événement qui participe à l'animation, mais en tout cas c'est un événement qui fait venir aussi des touristes et qui fait vivre du coup le commerce local. Donc à nous d'être un peu créatifs et je sais qu'à Fontainebleau on a plein de talents qui pourraient y arriver. Ah, il y a quelqu'un qui nous dit qu'il a un problème de live. On est toujours en direct? Ok, on est toujours en direct. Alors j'espère que c'est pas un bug d'ordinateur. Donc voilà, ça c'était vraiment les quatre items qui nous ont été présentés, qui nous ont été vraiment remontés par les Bellifontins. Alors on a mis derrière un petit best-of aussi des propositions qui ont été faites par les uns les autres. Si on peut passer juste au slide d'après. Alors le petit best-of, bon, je vous laisse consulter le best-of. Bon, il mérite moins bling bling. J'aime assez les gens, la personne qui nous a remonté que une ville aux finances équilibrées, mais j'ai dû confondre projet d'ampleur et utopie. Les Bellifontins ont raison de nous dire l'argent ne tombe pas du ciel, l'argent vient de notre poche, à tous les contribuables, et donc du coup chaque euro dépensé doit être pensé comme si c'était un euro qui sort de notre propre porte-monnaie et pas d'une caisse inépuisable dans laquelle on pourrait piocher pour s'amuser, faire ce qu'on veut ou s'endetter, etc. Donc il faut vraiment avoir la notion de 1 euro d'argent public dépensé, c'est 1 euro, c'est comme si on sortait 1 euro de notre poche, entre guillemets. Donc il faut vraiment qu'on soit au plus proche des besoins des uns des autres et surtout qu'on arrive effectivement à avoir un rythme budgétaire soutenable. Bon, et enfin, la dernière remarque, le dernier projet d'ampleur m'a fait beaucoup rire, changer de maire. Ça m'a fait sourire quand la personne avait répondu ça, donc du coup je l'ai remis. Mais bon, je pense pas que ce soit un projet d'ampleur, hein. Je pense que en mars prochain, on va y arriver, on va changer de maire et ça va très très bien se passer grâce à votre aide à toutes et à tous. Alors, la dernière chose. La dernière chose qu'on va faire, c'est effectivement vous expliquer comment les choses vont se passer après. Ça, c'était le volet, la première phase. La première phase, c'était une consultation. La deuxième phase, c'est de continuer selon la même méthode, c'est-à-dire d'impliquer les Bellifontins véritablement dans la construction du programme qu'on proposera pour les 6 années à venir. Donc le programme, il n'est pas encore finalisé, évidemment, parce qu'on veut d'abord vos avis, on veut d'abord que vous nous aidiez à valider
les propositions qu'on va faire dans les semaines à venir. Et effectivement, tout ça, ce sera entre janvier et mars qu'évidemment tout sera présenté, le programme. Mais ce qu'on veut, c'est d'ores et déjà soumettre un premier jeu de propositions, à la validation des Bellifontins. Donc, comment on va faire? On va faire la même méthode qu'on a fait pour la consultation, c'est-à-dire que on va venir chez vous, dans vos quartiers, dans votre rue, en discuter, et puis on dira, bah voilà, on a telle proposition, est-ce que vous trouvez ça intéressant, un peu, moyen, beaucoup, et selon ce qu'on nous dira, on validera les propositions qu'on recueillir une majorité de pourcentage de oui, et puis on laissera de côté celles dont les Bellifontins ne souhaitent pas. Donc on va vraiment continuer la même méthode, on va faire ça entre maintenant et la fin de l'année. Donc du coup, attendez-vous à nous revoir, toute l'équipe, dans les quartiers de la ville, entre maintenant et la fin de l'année. Je pense qu'à la fin de l'année, on aura un peu froid, donc si vous pouvez être sympa et nous offrir un petit café une fois de temps en temps, ce sera pas de regret. Mais voilà, c'est un peu la méthode sur laquelle on va continuer, ce qui est un peu résumé dans le slide d'après. Voilà, donc on va vraiment arriver en disant, bah, est-ce que par exemple sur la question, est-ce que vous seriez favorable à ce qu'on crée un parking relais sur les anciens terrains militaires derrière le Bréau? Donc c'est le type de question qu'on pourrait poser, mais là-dessus on vous en dira un peu plus, et puis on commencera ça probablement dès la semaine prochaine. Donc dès la semaine prochaine, vous entendrez de nouveau parler de toute l'équipe des Bellifontins en chœur. C'est comme ça que je termine aujourd'hui cette présentation virtuelle. Donc c'est pas simple, hein, c'est vraiment un modèle différent. Donc après notre réunion publique la semaine dernière, on avait laissé le jeu des questions-réponses dans la salle. Du coup, ce que je vous propose là, c'est effectivement, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, que vous puissiez le mettre, enfin, les inscrire dans le fil de commentaires, que je prenne le temps d'y répondre, et puis qu'après on clôture ce premier Facebook Live qui était, comme je vous le disais, c'était audacieux, hein, de tenter ça après avoir fait une réunion publique. On ne savait pas vraiment si on allait avoir du monde qui répondrait, encore moins si l'horaire convient. C'est toujours compliqué de savoir à quel horaire il faut faire les choses et comment les organiser. Donc du coup, je vais maintenant prendre les questions. Alors, Benjamin me demande est-ce qu'il y a un festival des associations. Alors oui, il y a une fête des associations qui a lieu chaque année début septembre. Alors c'est probablement la seule chose qui est mutualisée avec Avon, c'est-à-dire que une année on l'a fait à Avon, une année on l'a fait à Fontainebleau, mais c'est plutôt le moment où les associations expliquent leurs activités et prennent de nouvelles inscriptions auprès de tout le public qui vient à l'occasion de cette fête des associations. C'est pas forcément sous la forme d'un festival, ou c'est pas un moment entre guillemets festif, c'est un moment convivial parce qu'il y a toutes les associations, et c'est pas un moment festif, c'est avant tout un moment où les associations présentent leurs activités. Alors, diversifier les thèmes, Anna nous dit diversifier les thèmes en faisant des sondages pour cibler les différents styles de musique, même des soirées caritatives autour de la culture et de la cuisine du monde. Bah pourquoi pas, hein, ça s'il y a des associations qui effectivement peuvent organiser ce type de soirée avec grand plaisir. Ça marche souvent mieux quand ce type de soirée est organisé par une association que par une municipalité. Le Romain qui nous dit que le festival au Mon Coin est une très belle réussite et donc peut-être un exemple à suivre. C'est vrai, hein, chaque année on entend de plus en plus parler. Du coup, c'est vraiment à la fois convivial, et puis c'est pas un gros budget, hein, c'est-à-dire que Tom Ray n'a pas les moyens de la ville de Fontainebleau, donc nous on pourrait probablement s'en inspirer, l'adapter évidemment à la ville, et donc du coup on faire vraiment un moment convivial. Mais je vous dis, moi, le créneau entre guillemets qui je pense a besoin d'animation, c'est vraiment l'été, parce que déjà il y a beaucoup de Bellifontins qui partent pas, qui savent pas quoi faire à Fontainebleau, et puis vous avez tous les touristes qui viennent aussi au château et qui pourront en profiter pour venir consommer dans les commerces de la ville. Alors, aurez-vous assez de temps pour concilier votre travail et la fonction de maire? Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question qui m'a déjà été posée, à laquelle j'apporte la réponse suivante. C'est aujourd'hui, je suis candidat aux élections, donc je suis pas évidemment maire en place. Le maire en place, lui, il est maire à plein temps parce qu'en fait, il cumule beaucoup d'indemnités. C'est-à-dire qu'il cumule à la fois la mairie, il cumule la communauté d'agglomération, il cumule la région, il cumule des fonctions nationales, la Fédération hospitalière de France, etc., etc. Donc le maire n'est pas beaucoup présent à Fontainebleau,
sauf pendant les élections où là il est beaucoup plus, mais si vous regardez, effectivement, il est présent probablement moins de jours par semaine à la mairie. Moi, mon idée à date, c'est de faire un peu comme ce que fait la maire d'Avon, c'est-à-dire conserver un emploi pour être dans la vraie vie, dans la vie quotidienne, prendre le train le matin pour effectivement savoir ce que c'est que les difficultés de prendre le bus, le train, de voir entre guillemets la vraie vie, d'avoir aussi un patron à qui vous avez des comptes à rendre, et puis conserver, enfin et être maire, donc avoir une activité à mi-temps, ce que fait la maire d'Avon aujourd'hui, et la mairie, et ne pas cumuler. Si vous cumulez pas, vous avez le temps entre guillemets de vous occuper bien de votre ville et de vous y consacrer pleinement, et en parallèle de garder un emploi. Si vous commencez à cumuler, vous avez probablement un problème de temps à un moment, et du coup vous devenez un politicien professionnel. La difficulté de devenir un politicien professionnel, c'est que vous avez besoin de ça, entre guillemets, vous avez besoin de votre salaire chaque mois pour manger la fin du mois. Et ça, c'est quelque chose qui vous ôte une partie de liberté, entre guillemets. Et moi, c'est quelque chose ma liberté me tient trop à cœur pour que je la renie aussi facilement. Donc, la réponse est un mi-temps plus le week-end, évidemment, pour la ville de Fontainebleau et 2 jours et demi par semaine pour mon employeur. Alors, Marie-Thérèse qui nous parle de la création d'un Repair Café, faire partager ses connaissances et échanger. Alors oui, c'est une bonne idée. Avon a lancé un modèle comme celui-là, un Repair Café. Enfin, une association avonaise s'est créée un Repair Café qui permet de faire les petites réparations quand vous avez un problème avec votre vélo, votre cafetière, etc. D'éviter l'obsolescence programmée, on va dire, des appareils. C'est une bonne idée, il faut simplement qu'il y ait une association qui a envie de le faire, et moi je m'engage à lui trouver un lieu. Ah ben, si les associations seraient contentes de contribuer aux animations de la ville, j'en doute pas, évidemment, elles ont toutes beaucoup d'énergie à revendre, et 2, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'appuie sur les associations et qu'on leur permette de se développer. Alors, Benjamin qui parle des valeurs. Alors, la question des valeurs, je pense que j'y répondrai, mais pas maintenant. Je pense ce sera abordé. En fait, pourquoi j'y réponds pas maintenant, c'est parce que ce sera quelque chose qui sera abordé dans le prochain document écrit qu'on va distribuer prochainement. Donc, si on pouvait éviter de spoiler, entre guillemets, ce prochain tract, ça m'arrangerait. Voilà, alors j'ai plus beaucoup de questions qui apparaissent. Je vous propose qu'on clôture donc ce Facebook Live qui était un Facebook vraiment centré sur le résultat de la consultation des Bellifontins. On retentera régulièrement cet exercice du Facebook Live parce que déjà ça permet aussi d'interagir différemment mais tout en étant assez direct. Et puis ça permet aussi de toucher un autre public qui n'est pas le public forcément qui se déplace dans une salle pour venir écouter une présentation. Donc c'est toujours l'équilibre à trouver. Il va falloir qu'on s'ajuste au fur et à mesure des semaines et des mois à venir, mais en tout cas on aura l'occasion d'en reparler. Je pense que la campagne va probablement s'animer dans les jours à venir. Vous verrez, si mes informations sont bonnes dans la presse de lundi, la campagne devrait prendre une nouvelle dimension. Mais bon, nous on va tout simplement modestement rester dans notre couloir, rester sur ce qu'on sait faire. Charles qui se réveille. Bonjour Charles. La question des énergies renouvelables. Oui Charles. Alors je réponds à celle-là parce que la question des énergies renouvelables me tient à cœur parce que j'en fais beaucoup dans ma vie professionnelle. On l'a abordé, Charles, tu pourras le retrouver dans le replay du live sous l'aspect ville plus durable. Sous l'aspect ville plus durable, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit qu'il fallait que sur tous les piliers environnementaux, le transport, l'énergie, les bâtiments, la végétation, etc., on agisse. Sur le volet énergie renouvelable, évidemment, on fera des propositions en ce sens-là. Je suis toujours le premier choqué de voir que on n'a équipé aucun bâtiment de la ville d'un panneau solaire, par exemple, pour limiter, pour autoconsommer une partie de notre électricité ou pour toucher de revenus issus de ces panneaux solaires. Il y a pourtant des outils simples qui existent et tout un tas d'artisans qui le font. Sur la question des transports, il y aura beaucoup à dire. Les bornes de recharge pour véhicules électriques, des bus plus propres plutôt que d'avoir des diesels qui nous arrivent, les bus diesel qui nous arrivent de la première couronne parisienne.
parce qu'on est en grande couronne, il y aura beaucoup de choses à dire. Écoutez, je close ce premier Facebook Live. Vous pourrez retrouver le replay, évidemment. N'hésitez pas à le faire partager autour de vous. Et puis, de toute façon, on se revoit tous très prochainement en porte-à-porte dans les quartiers ou sur le marché, en ville. Enfin, voilà, vous savez où me trouver. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.